Bonjour, bonjour à vous tous les peuples de Malia. Bienvenue dans cette seconde vidéo de lecture et découverte des règles. Je rappelle que ce n'est pas un format qui peut plaire à tout le monde parce que je ne vais pas pouvoir vous apprendre à jouer sur le jeu Malia, ne connaissant pas moi-même encore les règles du jeu. Et c'est le but de cette session de vidéo. Il y en aura probablement 8, voire 9 en fonction de notre avancée et surtout du pavé qui est le livre de règles, 80 pages. Mais, voilà, je fais vraiment la lecture en semi-direct, en tout cas là au moment où je tourne. C'est du direct pour découvrir les mécaniques de Malia et ça me permet aussi de me projeter sur le jeu, de penser à l'éventuel mémo à venir et puis surtout de partager avec vous le contenu ligne par ligne de ce qu'est Malia. Donc on y va en changement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, pas en changement. Tout d'abord, on va essayer de structurer l'étage supérieur de ma tête, à savoir ce qui se passe dans le cerveau. Je vais commencer par vous remercier sur les commentaires et accueils, retours que vous avez pu faire concernant la vidéo de déballage. Patience à ceux qui vont recevoir le jeu. Ça n'est qu'une question de jours. Là, nous sommes le 21 octobre. Nous sommes mardi 21 octobre. J'ai reçu le jeu samedi dernier. Ça veut dire que les camions roulent, roulent chez vous. Donc, ça va arriver pour une inondation sur l'Hexagone. Donc, merci à ceux qui ont trouvé la vidéo sympa. Puis, merci quand même à ceux qui n'ont pas trouvé les vidéos sympas. Parce qu'au moins, ça fait avancer le schmilblick. Qu'est-ce qui fait avancer le schmilblick aussi? Et ça fait un parallèle avec les commentaires. Oui, j'avais paumé ma roue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est incroyable. La roue de... Comment ils appellent ça? La roue d'exploration. Je l'avais très mal rangée. En fait, elle était sous les tuiles du bac dans lequel il y a toutes les tuiles. Et j'avais mis ça carrément en dessous, après le déballage. Complètement inutile. Alors, je me suis quand même dit, je vais probablement la retrouver. J'ai visionné, comme vous l'avez fait pour certains, la vidéo de déballage en me disant, mais si, à tel moment, tu l'avais en main, cette roue. Euh, et je me suis quand même dit, dimanche matin, je vais faire un déclenchement de SAV auprès de la boîte de jeu sur leur site pour ne serait-ce que voir la réactivité. Alors attention, il faut quand même prendre en compte une chose, ne connaissant pas leur mode de fonctionnement. J'ai jamais eu affaire au SAV de la boîte à jeux pour l'instant. En ce moment, avec toutes les livraisons qu'il va y avoir, je pense que les 15 prochains jours pour eux vont être relativement chargés. Donc pas de panique si j'ai pas un retour, même dans la semaine, pour dire oui, oui, on a bien pris en compte votre demande. Normalement, dans les 72 heures qui suivent un message à un service après-vente, c'est bien quand même d'avoir une réponse. Mais on verra. Dès qu'ils m'envoient un mail pour dire on a bien pris en compte, moi, je leur répondrai en disant Bob, il n'y a pas besoin, c'est une erreur de ma part, j'ai retrouvé. Première chose, pour la roue, tout va bien. Ensuite, quelque chose que je n'ai pas encore fait, on avait vu dans le matériel qu'il y avait des autocollants à coller, c'est leur principe, sur pas mal de cubes. J'ai pas encore voulu le faire, je vais attendre encore de m'imprégner des règles pour ne pas faire de bêtises. Les mettre vraiment sur les bons cubes et au bon endroit. Donc ça, les autocollants, je les laisse. Par contre, j'ai avancé sur toute la sous-couche de l'ensemble des figurines. Il y en a un petit peu plus de 70. Et bon là, vous ne voyez pas forcément bien. On va changer de caméra. Donc forcément, qui dit sous-couche dit que cela fait ressortir les détails. Et oui, je confirme, maintenant, les détails des figurines sont vraiment sympas, que ce soit les héros boîte de base, les héros de l'extension. Alors, c'est pas vraiment une extension, mais de ce qui a été fourni en plus dans l'Heroic Pledge.
Les figurines ont une sculpture qui est vraiment fun. Et pareil pour les monstres. Attention à vous, quand même. Attention surtout aux picots qui servent à venir s'insérer dans les trous des socles transparents. Pour certains, je pense que c'est fragile parce que là encore, on a une épaisseur qui est assez bonne. Mais sur certaines figurines, on a la moitié. C'est coupé à la moitié. Donc ça ne fait pas un rond. Et pour les réenfoncer, j'ai cru que ça allait finir par lâcher. Alors, au mieux, ça lâche là, à la section, pas de problème, on met un point de colle. Au pire, ça peut peut-être tordre et carrément casser la jambe. Donc faites gaffe à ça. Ceci dit, en manipulation pour les socles, on va le faire une fois pour l'enlever sous coucher. Idéalement, on ne les replace pas, puisqu'on peint la figurine et on ne remettra les socles que lorsque la figurine sera peinte, vernie et sèche. Mais faites gaffe quand même, hein, ceux qui ont la gigite, la tremblote ou qui sont vraiment très très nerveux, attention à ça. Qu'est-ce qui a évolué d'autre? Rien, si ce n'est mon envie de persévérer pour l'apprentissage des règles, parce que ça sent bon, hein. Ça sent vraiment bon. Ce que j'ai fait, tiens, pour en revenir sur la route voyage, on le voit ici dans la description du matériel. Ah non, c'est pas ici. Un petit peu plus loin, voilà, sur la vue globale qui synthétise par, par paquet les différents pions, éléments du jeu qui vont servir à tel ou tel espace ou phase. Et pour la phase voyage, on avait tous ces éléments-là à prendre en compte. Donc j'ai tout mis dans un bac. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Ça évitera d'en mettre un petit peu partout et de reperdre. Voilà, ça c'est purement dans l'organisation que l'on peut avoir. Les notions générales, on avait vu, hein, les héros, sac à dos. Alors, ce que je supposais, et après avoir été critique sur le choix de couleur du plateau sac à dos, au fur et à mesure qu'on manipule, eh ben oui, on s'y fait. On se fait à cette couleur passablement bizarre de marron assez pétant. Et je confirme que ça cadre bien avec le plateau héros qui va à droite comme ça. Donc ça me rassure. Alors ça peut paraître débile de s'arrêter à un style de couleur, mais c'est quand même des éléments de jeu que l'on va avoir pendant 80 à 120 heures visiblement avec Malia. C'est pas négligeable, hein, autant être à l'aise avec ce que l'on voit. Et puis moi, je vous rappelle que j'y suis très sensible en tant que psychopathe gamer. Ok, donc là, j'avais hâte de revenir vers vous parce que on va être sur un élément qui me plaît beaucoup. Ah mais oui, mais il faut que je me serve de notre vue à l'écran. Élément qui m'interpelle beaucoup, ça va être présentation et fonctionnement des livrets. Parce qu'on va voir, on en a pas mal de livrets. Et grosse interrogation sur leur fonction, surtout manipulation et le contenu. Donc c'est parti. Présentation et fonctionnement des livrets. L'aventure de Malia se déroule dans les différents livrets qui composent le jeu. Vous allez souvent passer de l'un à l'autre ou en utiliser plusieurs en même temps. Alors c'est là où ça peut être parfois peut-être chiant ou compliqué en fonction de la place que vous avez autour de la table. C'est le fait d'utiliser plusieurs livrets en même temps. Heureusement, ce sont des livrets pour la plupart A4 et on a même le livret d'exploration en A5. Donc c'est beaucoup plus manipulable. Manipulable, oui. Les types de livrets, justement. On commence par un avertissement. Il y a des QR codes au dos de la couverture de chaque livret. Ils permettent de communiquer d'éventuelles mises à jour. Nous vous conseillons de les consulter dès l'ouverture d'un livret. Alors, dès l'ouverture d'un livret, ça va peut-être être un petit peu trop redondant, rapproché,
Mais au moins, quand on se lance dans la campagne, paf, on check pour connaître les éventuelles erreurs ou errata. Et si je prends le livret d'exploration, alors ils nous disent QR code au dos de la couverture. Donc, ok, c'est là. Là, on a un QR code. Tiens, d'ailleurs, si je fais ça, tu QR codises ou pas? Non, vaut mieux le faire avec la tablette, c'est plus... Ah, tu voudrais même pas QR codiser. Fais voir. Tu me défies. Qu'est-ce que je veux enlever là? Ma capture de fenêtre. Ah, c'est peut-être parce que j'en sais rien. Bon, bref. Qu'est-ce que ça nous dit? Scanner ce QR code avant d'utiliser ce livret pour être au courant des potentielles mises à jour. Bon, c'est bien. C'est le rappel fait dans la règle. Impeccable. Ok, alors je pense que je ferai un check errata FAQ quand j'aurai fini la série de vidéos sur la découverte des règles. Il se sera écoulé une bonne semaine depuis réception, donc on verra si ça a bougé de ce côté-là. Je remercie l'un d'entre vous d'ailleurs. Ah, j'ai pas affiché ton nom, je m'en excuse. Mais tu as vu la vidéo où je parle justement des errata FAQ, comme quoi pour l'instant il n'y en avait pas. En fait, c'est via le Facebook. Il y a l'un des créateurs du jeu qui a commencé à laisser un post sur les errata. Et c'est symbolique, il y en a moins de 10. Au moment de la sortie du jeu, moins de 10 errata, franchement, bravo, c'est plutôt rassurant. Ok, alors, les différents types de livrets. Nous avons livret d'aventure. Alors, les livrets d'aventure, dans ce magnifique porte-ouvrage, cartonné avec un très beau choix de couleurs, une belle tranche, on s'en paye une belle tranche, ça fait une très belle box. Et on nous parle de livrets d'aventure. Alors pour l'instant, on ne veut pas les livrets d'événements. Voilà, pile poil, on commence avec livret d'aventure celui-ci. Il y a plusieurs livrets d'aventure dans Malia, le livret L'éveil et la campagne composée de 9 autres. Donc l'éveil, initiation et 9 autres livrets d'aventure plus ou moins épais. Si vous jouez la campagne, vous utiliserez ces livrets en suivant l'ordre qui vous sera indiqué. Attention, il existe un mode rapide qui peut se mettre en place au début de l'aventure. Si vous décidez de l'utiliser, vous ne pourrez plus changer d'avis jusqu'à la fin de la campagne. Ce mode rapide, donc, vous fera vivre la même aventure, mais plus rapidement, en coupant certaines péripéties. Ouais, c'est pas bête. Pourquoi c'est pas bête? Pourquoi l'idée me plaît? Parce que si on va sur un fort potentiel de rejouabilité, on démarre la campagne, on l'a fait avec 3 héros seulement, sur 5. Et ben, si on a envie de la refaire, hop, on rejoue avec le mode rapide. Comme ça, on connaît déjà l'aventure en elle-même. Alors attention, ceci dit, ils nous ont annoncé quand même que c'était vraiment en fonction des choix, des persos et autres, hein. Donc les aventures devraient vraiment pas être identiques d'une partie à l'autre. Mais n'empêche qu'on peut très bien rejouer en mode rapide, une fois qu'on connaît. Ça permet d'emmener de nouveaux héros différemment. Ou alors, même le mode rapide, si on se lance dans la campagne avec des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, plutôt que de passer 100 heures, peut-être qu'on va diminuer à 70 heures, donc ça permet quand même de jouer de bout en bout. Donc c'est bien, je salue le mode rapide, c'est pas mal. On avait vu, hein, il y a à la fois un mode de difficulté, facile, normal, difficile, et maintenant on sait qu'on a aussi un mode rapide. Donc pourquoi pas jouer, alors je vais aller plus loin dans le raisonnement, hein. Il est à peu près 8h30, là j'ai le cerveau frais. Si je pousse le raisonnement, ce serait de dire on se refait la campagne en mode rapide, mais on active le mode difficile. Et là on est comme des dingues.
Ok, alors les bouquins en eux-mêmes sont plutôt très jolis, avec, pour un livre d'aventure, bah, toute une histoire. Et ah oui, oui, si, les visuels sont quand même super sympas. Ah bah il faudrait que je pense à les récupérer pour les afficher. S'en servir sous OBS, ça agrémente toujours vraiment bien. Donc, ok, ça on y reviendra. Nous avons aussi, après, le livret d'exploration. Ah, alors attendez, il faut que j'ouvre la baie vitrée parce que j'ai un visiteur. Oupette, j'ai un petit visiteur qui vient. Salut mon chat. Alors, le livret d'exploration. Là, j'étais vraiment surpris quand j'avais fait le déballage parce que c'est cette bébête-là. On voit les spirales et oui, effectivement, livret d'exploration. Waouh, il est très épais. Et ça me plaît, hein, je le redis, mais grosse spirale, format A5, en manipulation, c'est vachement bien. Surtout qu'ils nous ont bien dit que on va en utiliser plusieurs en même temps. Ouais, souvent. En plus, ils ont bien mis souvent, hein. Donc, qu'est-ce que ça contient ce livret? Les différents plans représentant les lieux visités, les mises en place, les défis et parfois les créatures que les héros vont rencontrer. Vous utiliserez ce livret lorsque votre aventure vous invitera à le faire, logique. Son fonctionnement sera présenté en détail par la suite, page 36. Très bien. Rapidement, voilà, effectivement, on a des plans et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'un coup on a une vue très rapprochée, un coup c'est des placements de tuiles, placements de tuiles. Là, on dirait une sorte de puzzle. Là, on a un visuel, on ne sait pas trop pourquoi, on verra. Ah bah là carrément, a priori, on serait à même de placer les figurines sur le plan. Bon, en termes de renouvellement de type de gameplay d'une partie à l'autre, ça a l'air super riche. Ah bah, un plan de ville où on va pouvoir aller de numéro en numéro. Bon, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Par contre, dans quelle mesure, si on recommence à jouer, si on recommence une campagne, eh ben, dans quelle mesure on va pas refaire les passages obligés. Mais ça, c'est le propre de tous les dungeon crawlers dans lesquels on recommence une campagne de toute façon. Ok, donc ça c'est le deuxième type de bouquin que l'on a. Et ensuite, le livret d'événements. Alors je veux bien appeler livret ce qui concerne les scénarios et l'exploration. Par contre, nommer livret ce qui concerne les événements, c'est pas un livret, ça c'est un annuaire. À chameau. Là, moi ça me plaît, hein, direct, hein, parce qu'il y a de la matière. Ça me rappelle quand j'avais ouvert Tented Grail à l'époque, et puis le gros livre de chapitres. Ah, j'étais comme un dingue. Et bien là, c'est le même sentiment parce que ça augure, mais on se dit que l'on comprend qu'en une seule campagne, on va pas pouvoir tout ratisser, c'est pas possible. Même en ne jouant pas en mode rapide, ça me paraît compliqué d'aller voir, je sais pas, peut-être 60%. On verra bien comment ça progresse. Et alors, ce livret d'événements sera utilisé pendant toute la campagne et bien plus encore. Pendant toute la campagne et bien plus encore. Est-ce que là, nous aurions une piste sur d'éventuelles extensions? Parce que et bien plus encore. Ouais, on verra. En effet, dans ces pages que vous trouverez, c'est dans ces pages que vous trouverez les différentes missions indépendantes que propose Malia, ah d'accord, ainsi que les événements à braver pendant vos voyages et aventures. Ok, donc on a des missions annexes, des événements qui concernent
les phases de voyage et des événements qui concernent les aventures elles-mêmes. Ouais. Alors c'est malin parce que c'est en plus du livret d'exploration. Donc ça nous fait 3 types de livrets à manipuler en cours d'une seule et même partie, plus le bouquin de règles, le temps de tout savoir. Ok, bon, je vois mieux la fonction des uns des autres, c'est cool. Maintenant, les numéros de chapitres. Les livrets fonctionnent avec des chapitres numérotés qui vous feront progresser dans votre aventure. Quand un chapitre, une action ou un choix vous renvoie à un numéro, allez lire le chapitre de ce numéro pour poursuivre votre aventure. Ça, c'est d'un grand classique et ça fonctionne. Ah, les formes de numéros. Il existe plusieurs formes entourant les numéros. Chaque forme représente le type de livret que vous devez consulter pour avancer dans l'aventure. Si on a une forme comme ça concerne les entrées d'événements. Donc c'est ça. Les entrées d'événements. Une entrée d'événements. Alors, attention. Ça, c'est pour le livret d'événements. Ça, c'est un chapitre d'événements, comme on le voit là. Par contre, une entrée d'événements, je n'en vois pas là comme ça. Ah oui, ok, d'accord. C'est sur les premières pages. Paf, 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 paf. Très bien. Très bien, très bien. Après, nous avons chapitre du livret d'aventure en cours. Donc, ça, ce sont les livrets comme ça. Et enfin, dans un bouquin avec un signet rouge, c'est pour le chapitre d'exploration. Et c'est repris effectivement ici. Bon, ça va être relativement simple et rapide à se mettre en tête. Après, le fonctionnement des chapitres. Alors là, on avait les formes de numéros, mais attention au fonctionnement des chapitres. Pour utiliser les livrets d'aventure et d'événements, l'un des joueurs lit à haute voix le chapitre en cours, avec notamment les différentes options s'il y en a, pour permettre à tous les autres joueurs d'entendre. Tous les joueurs peuvent consulter et lire le livret. Dans certains cas spécifiés, la lecture pourra être restreinte à une partie des héros seulement. Dans ce cas, respectez les consignes. Ouais. La lecture d'un chapitre ne se fait pas systématiquement dans son intégralité. Dès qu'une consigne vous force ou vous propose ce que le groupe accepte, à vous rendre à un autre chapitre, à finir votre tour ou encore à reprendre votre voyage, vous devez l'appliquer sans lire la suite du chapitre en cours. Ok, no spoil. Attention, ne lisez que les numéros indiqués. Il est interdit de feuilleter et de revenir en arrière pour consulter de nouveau un numéro, sauf si c'est spécifiquement autorisé par le texte. Oui, alors là, si on joue en solo comme moi très fréquemment et qu'on peut parfois oublier ce qui a été noté, bah oui, je vais revenir en arrière quand même. Ou alors quand on joue en groupe et qu'on a des joueurs plutôt dissipés à la table, qu'ils ne sont pas forcément concentrés, bah ça implique de quand même revenir un peu en arrière. Mais dans la mesure du possible, on évite de le faire. Même s'ils ont mis interdit. Alors là, en haut à droite, on a un exemple, début de chapitre en bleu, et puis fin de chapitre, renvoi au suivant, là, rendez-vous au 10, une fois qu'on a eu l'explication. Très bien, bon, relativement simple. Choix et conditions. Quel que soit votre livret, vous serez confronté à 2 cas de figure. Soit vous aurez des choix pour la suite de l'aventure, soit il faudra se soumettre à des conditions. Ici, on a plusieurs choix possibles. Rendez-vous en temps, rendez-vous en temps.
Et à droite, on a une condition qui s'applique. Vous pouvez... Alors attendez, je vais utiliser ma version papier autant que ça serve là. Vous passez en mode infiltration normale. Mettez en place 54. Vous passez en mode infiltration normale. Ouais, 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 ok. Donc là, on se soumet aux conditions du jeu. Si le groupe possède tel truc, rendez-vous tel paragraphe. Sinon, rendez-vous au tel paragraphe. Bien. Lorsqu'une condition se présente et que vous remplissez les critères, vous devez réaliser la consigne. Souvent, il s'agit de se rendre à un chapitre particulier. Lorsque plusieurs conditions se présentent, lisez-les dans l'ordre. Au moment où vous en remplissez une, réalisez immédiatement l'action demandée, sans prendre en compte la suite du chapitre. Ok. Ça, il faudra y faire gaffe. Alors, en exemple, en A, là, si le groupe ne remplit pas la première condition, il passe donc à la suivante en B. Oui, bah, de toute façon, il y a si et sinon. Donc ça, c'est vraiment très clair. Et en dessous, si vous avez les 5 jetons numérotés tant, défaussez-les ensuite, prenez le jeton tant, puis rendez-vous à tel paragraphe, et on a un sinon avec d'autres consignes. Donc ici, le groupe remplit la première condition en C, il suit directement la consigne sans lire ou se coucher, sans lire ou se soucier de ce qu'il reste dans le chapitre du dessous. Oui, c'est normal, hein, ça c'est bien. On a l'habitude dans ce type de jeu. Alors maintenant, les entrées du livret d'événements. C'est ça. Le livret d'événements présente une spécificité puisque chaque événement commence par une entrée. Elle se présente avec 2 chiffres en haut et 2 chiffres en bas. Donc les entrées, ce sont les premières pages. Ce serait ça. Entrée d'événements, page 8 à 17. Ça, ce sont des missions annexes. Voilà. Alors attendez, je reviens là-dessus tout de suite. Mission indépendante, page 4 à 7. 4, 5, 6, 7. Ça fait 4 pages de mission indépendante. Consigne générale, non, on a 3 types de missions indépendantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'a que 6 missions indépendantes. Oui, je dis bien que 6 missions indépendantes parce que j'aime bien en avoir plus. Peut-être que ces 6 missions sont tellement bien ficelées que on va pouvoir les refaire éventuellement. Ok. Donc, on a dit des entrées qui sont là, avec les 2 numéros. Vous accédez aux entrées d'événements lors de la phase de voyage ou lors des donjons aléatoires. Ah ok. Donc non seulement on a, en plus des donjons aléatoires, on a des missions indépendantes. Bon, ça va. Ça amène une certaine richesse quand même. Donc toutes les entrées se trouvent au début du livret d'événements, on les a là. Lorsque vous devez vous rendre à une entrée, ouvrez le livret d'événements et lisez l'entrée correspondante. Logique. Alors, si rendez-vous en 28, si gna gna gna, rendez-vous en 29. Ouais. Avec toujours les orientations. Naviguer d'un livret à l'autre. Les livrets d'aventure, événements, exploration peuvent renvoyer l'un vers l'autre. Pour naviguer entre les livrets, il suffit de regarder la forme des numéros. Un losange vous renvoie vers le livret d'aventure en cours, un rectangle vers le livret d'événements et une icône livre vers le livret d'exploration. Ben ça, c'est une redite de ce que nous avons vu ici avec les formes de numéros. Mais c'est très bien qu'il fasse un petit rappel là.
Impeccable. Exemple. Ici, les joueurs sont dans le livret d'événements en A. Ils ont deux options, B ou C, en sortie de chapitre. Si la condition est remplie, ils doivent se rendre au livre d'aventure en B. Sinon, ils se rendent en 625. Ou bien ils se rendent en 2. Et on voit qu'ils changent de livret. Ou bien rester dans le livret d'événements si la condition n'est pas remplie. Donc c'est là où souvent on va naviguer d'un bouquin à l'autre. Alors, en jouant à plusieurs, ça peut être sympa que d'attribuer le livret d'aventure à un tel, le livret d'événements à un tel, le livret d'exploration à un tel. Comme ça, ça permet de parfois gagner du temps et que tout le monde se sente impliqué. Et puis quatrième joueur, le bouquin de règles au cas où. Puis si vous jouez à 5, il fera le café terminé. Alors, refermer les livrets. Ah oui, d'accord. Lorsque cette icône apparaît, cela signifie qu'il faut refermer le livret et reprendre l'étape de jeu où vous en étiez. Le plus souvent, cette icône apparaîtra lors de phases voyage à la fin d'un événement. Sinon, une consigne spécifique peut vous amener à refermer votre livret. Bah oui. Les autres occurrences de numéros. Des numéros peuvent se trouver sur des éléments en jeu en dehors des livrets. Comme pour les autres numéros, vous pourrez consulter le chapitre du livret concerné quand les conditions seront réunies. Ah ben oui, 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 sur le plateau de région. Common. Common, les gars. Plateau région, on a pour la ville d'Agarance le numéro 100, 400 pour Estoricia, Tabassa numéro 200 et Caldosa numéro 300. Et enfin, on ne sait pas ça, la Big Cité, là, visiblement, on ira au paragraphe 500. Oui, il faut penser à les lire, ces numéros-là. Comme avec ISS Vanguard, puisque je suis sur la campagne en ce moment, sur certains secteurs, on a des entrées à aller lire, il faut surtout penser à le faire. Et on ne confond pas, mais là ça va être d'une crétinerie ce que je vais dire, on ne confond pas les numéros des entrées à choper dans les livrets avec les numéros des hexagones. Qui aurait fait ça? Personne. Dans mon monde, personne. On est bien d'accord. Ok. Alors, en type d'occurrence, ou bien sur le plateau, ou bien sur une carte scénario. On peut avoir des numéros sur les cartes scénario. Alors, c'était quoi les cartes scénario? Ouais, ça devait être celle-ci. Avec un parchemin. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être ça. Ok, donc oui, aussi sur ces cartes-là, on peut être amené à ouvrir un livret. Ah tiens, pendant que je prononce le mot carte, j'ai tout dépunché donc, et on a la carte mode de jeu. Comme je disais, on peut jouer en mode facile, hein, ou bien jouer en mode difficile. Ça, c'est un petit rappel de ce que l'on peut faire. Et en disant rappel, il est fort dommage, parce que là, pour le coup, j'en ai vu nulle part et ça n'a pas été référencé dans le matériel. Il n'y a pas de carte d'aide. Et ça, c'est une faute professionnelle. Messieurs les créateurs, messieurs les éditeurs, bordel de bordel, dans ce genre de jeu, mettez-nous des aides. Vous avez fait des grands formats de cartes pour les ennemis, on a des grands formats de cartes pour les armes. Utilisez un des deux grands formats pour faire des mémos. C'est quand même vachement pratique et puis ça fait moins peur. On a 80 pages de règles, oui d'accord, mais on va retrouver tout le nécessaire dans les mémos. Quelque chose qui avait été très malin avec Voyage en Terre du Milieu, alors pas que, hein, mais c'est un des exemples qui me vient en tête, c'est que en fonction du terrain et des obstacles éventuels, on a une carte mémo
qui nous rappelle les règles spécifiques à tel ou tel terrain. Mais c'est vachement bien ça. Donc c'est un manque. Oui, on compte sur la communauté pour remédier à ce problème. Mais n'empêche que pour des gros jeux comme ça devrait être systématique. Ok. Oh putain. Numéro caché. Ah d'accord. Exit, unlock, tout le bordel. Numéro caché. Pendant votre aventure, il est possible de trouver des illustrations contenant des numéros cachés ou des énigmes conduisant à des numéros secrets. Si vous pensez en trouver un, allez immédiatement au chapitre découvert du livret que vous êtes en train de jouer. Et ce, sans finir la lecture. Gardez en mémoire le chapitre où vous étiez pour y revenir si vous ne trouvez pas le numéro, donc si vous ne trouvez pas le numéro censé être caché. Exemple, il y a 2 numéros cachés dans cette image. Si vous parvenez à les discerner, rendez-vous au chapitre en question de votre livret en cours. Alors, autant celui-ci, oui, il est très, très visible, donc on ira en 101. Par contre, c'est vrai que celui-là, quand on est lancé dans le jeu, c'est pas évident de le voir. Alors, c'est seulement 10 ou c'est 101 aussi? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a le 1. Bon, c'est peut-être que 10, hein. Ça me rappelle quand nous avons fait la campagne de Fate Forge sur la chaîne, sur le grand plan de la ville. On avait des choses comme ça à aller trouver. C'était assez sympa. Alors j'ai galéré parfois pour une ou deux énigmes, hein, ça m'a pris du temps, parce que jouer en solo, à plusieurs, ça va être beaucoup plus simple. Et puis il y a des profils de joueurs qui ont l'œil du tigre, hein, direct, ils repèrent ce genre de choses. Alors, une icône de loupe au début du chapitre, donc du chapitre vers lequel on s'oriente, vous indiquera si vous avez vu juste. Dans ce cas, lisez ce chapitre. Si ce n'est pas le cas, donc s'il n'y a pas l'icône de loupe, on retourne au chapitre que l'on vient de quitter pour continuer notre aventure. Euh, bonne surprise ou pas, ça, qu'il y ait des numéros cachés? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Après, bah, c'est pareil, il faut pas trop s'en faire parce que rapidement, quand les fous furieux de Malia vont poncer la campagne, et bah, sur les différents forums, il y aura des posts que l'on pourra les consulter pour tel ou tel paragraphe, tel ou tel chapitre, et puis ne pas être forcément bloqué. Donc c'est bien, c'est très bien. Ah, alors attention, retenez bien ça. Il n'y a pas de numéro caché dans le livre d'événements. Donc le gros bouquin d'événements là, on sait qu'il n'y a pas de numéro caché dedans. Ça veut dire que en exploration, on peut avoir un numéro caché et pendant une aventure, on peut avoir un numéro caché. Alors ça veut dire que pour le coup, quand vous jouez à plusieurs, ça peut avoir un intérêt de passer les visuels aux uns et aux autres. Comme ça, normalement, vous ne passerez pas à côté. Ouais, bon, bah, à voir, hein, à voir en jeu. Ok. Ah bah, c'en est fini avec les différentes fonctionnalités des livrets. C'est bien, hein. C'est bien, c'est bien. La seule chose, il ne faut pas que ce soit trop chiant à la manipulation. Parce que je vous rappelle que dans Malia, là où je vous en parle, il n'y a pas d'application. Ce qui pourrait servir quand même à... Ce qui pourrait servir beaucoup. Sauf que le danger, c'est qu'on a plus le nez sur l'application que sur le plateau même. Donc pas d'appli pour l'instant. On verra le fonctionnement sur la manipulation. Alors, second gros morceau de la vidéo, c'est le déroulement d'une partie.
Déroulement d'une partie avec, on démarre une règle d'or. Alors ça veut dire que déroulement d'une partie, j'enlève ça. Pour l'instant, pas besoin. La règle d'or, tout ce qui n'est pas prévu par les règles est interdit. Point barre. En cas d'égalité, les héros choisissent. Ça, c'est plutôt sain. Les textes sur les livrets ou les cartes prévalent sur les règles de base. Ok, c'est logique. C'est ce qu'on a l'habitude d'avoir. Chapitre 1, commencer l'aventure. Pour débuter une partie, les joueurs doivent décider entre remplir une mission indépendante ou entamer la campagne. Ok, alors note, plusieurs missions courtes sont disponibles au début du livret d'événements. On a vu, hein, il y en avait 6. Toutes les autres missions, y compris celles de la campagne, sont présentées sous forme de livret d'aventure. D'accord. Alors ça veut dire que ce qu'ils appellent des missions indépendantes, ce ne sont pas des missions qu'on va devoir déverrouiller visiblement. Puisque pour débuter une partie, donc une session de jeu, on choisit, on reste dans la campagne ou alors on se fait une petite mission one-shot. Alors toutes les autres missions, y compris celles de la campagne, sont présentées sous forme de livret d'aventure. D'accord. Alors pour débuter, nous conseillons de commencer par le livret L'éveil, qui est un livret d'aventure accessible et parfait pour aborder les règles au fur et à mesure. Il est également le scénario d'introduction de la campagne. Hop, un moustique qui va pas tarder à me bouffer. Donc, livret d'initiation. Alors, pour moi, le mot-clé, la initiation, est important dans le sens où c'est pas un tutoriel, mais livret d'initiation. Alors, de toute façon, il va bien falloir en passer par là, hein. Ouais, on a de la mise en place, on a... Ah ouais, ok, si, c'est bien foutu. Ce qui me faisait un peu peur, c'est, pour moi, de l'initiation, c'est une fois qu'on a déjà emmagasiné 90% des règles et qu'on fait en sorte de les retenir, paf, on va à l'initiation et puis on y va. Et puis tutoriel, on est vraiment pardon, pris par la main pour commencer à appréhender les règles. Et ça vient parfois un tutoriel avant de mettre le nez dans les règles. Là, d'après ce que je vois, on nous dit bien, paf paf, ouvrez telle page, tous les héros font ça, les héros défaussent. Donc, ça a l'air quand même bien conçu. Donc, il nous conseille logiquement de faire l'éveil, ok, puisqu'en plus c'est notre introduction à la longue campagne. Lorsque le choix de la mission est fait, les joueurs doivent prendre une feuille de sauvegarde, puis noter la date, les joueurs et le nom de la mission. Par, par mission. Waouh! Les éléments de la feuille de sauvegarde vous seront expliqués au fur et à mesure de cette règle. Alors c'est pour ça qu'on a un nombre de feuillets aussi conséquent. Lorsque le choix de la mission est fait, les joueurs doivent prendre une feuille de sauvegarde. Alors, on va jeter un petit coup d'œil. Alors, oui et non, un petit coup d'œil rapide, mais vraiment rapide, puisque de toute façon, on va nous expliquer plus loin comment c'est utilisé. Mais bon, histoire de se mettre ça en tête. L'aventure, tel numéro. Les joueurs, la date, le nom le nom de campagne, ouais, ok. La zone de jeu, les jetons scénario, ah ouais. Ouais, ça fait penser à Tainted Grail. Dans Gloomhaven, on avait aussi une fiche de sauvegarde. Bon, ok. Les triangles à cocher. Alors, attention, c'est recto verso en plus, hein. On a sauvegarde scénario, de l'autre côté, c'est sauvegarde personnage. Bon, on verra comment c'est utilisé.
Ça, c'était pour commencer l'aventure. Euh, Les éléments de la feuille de sauvegarde, oui, vous seront expliqués au fur et à mesure. D'accord. Mise en place de l'espace joueur. Alors, en 1, là, dans la zone centrale, où est-ce qu'on va chercher ça? Voilà, la zone de jeu. Dans cette zone sont placés tous les éléments appartenant ou bien relatifs au groupe. Vous y placerez les éléments de jeu récupérés. La réserve de pièces d'or est partagée par le groupe. Ah oui, contrairement à Gloomhaven, c'est une réserve d'or commune. Il n'y a pas le choix. Enfin, il n'y a pas le choix, on a toujours le choix. Mais c'est pensé comme ça en tout cas. Les pièces d'or acquises ou dépensées, quels que soient les héros concernés, sont placées dans ou défaussées de cette réserve. Il est aussi possible que les héros possèdent des cartes qui sont pour le groupe, comme les cartes scénario. Cette zone commune doit être accessible à tous les héros. Ok, donc on la voilà là, les pièces d'or en bas à droite. Ok. En 2, c'est l'espace pour les héros. Ça, on a vu hein, dans la première vidéo, tout le matériel. Comment étaient boutiquées les caractéristiques hein, de physique aux connaissances et puis le fonctionnement de notre sac à dos. Ok. Après, en 3, ah oui, alors il faut que je remette mon toc. En 3, là, tout ça, c'est la préparation des paquets de cartes, armes et objets. Au commencement et à chaque fois que vous reprenez une partie, effectuez les actions suivantes. Retirez les cartes armes de qualité, donc avec la couronne du paquet de cartes armes communes et les cartes objets qualité du paquet de cartes objets communs. Les cartes armes sont and the winner is. Donc ça c'est ça les cartes armes. Non, pas du tout. Bah si, c'est ça les cartes armes. Et où est-ce que l'on voit que ce sont des armes de qualité? C'est parce qu'il y a une couronne. Je n'ai pas révisé le BINS. Donc quand on a le symbole d'une couronne, c'est pour notifier que ce sont des armes de qualité. Ok. Alors ça c'était en A. Ah oui, bah forcément si je prends pas le bon paquet, je ne crains pas tomber dessus. Et qu'est-ce que j'en ai fait de ce paquet? Récompense. Bon, il est pas loin, hein. Mais il est pas loin. Bien. Après, référez-vous aux cartouches amélioration domaine de la feuille de sauvegarde. Ici, vous trouverez le nombre de cartes qualité de chaque type que vous devez placer au hasard dans leur paquet respectif. Respectif, oui. Armes communes et objets communs. Alors, amélioration domaine sur la feuille de sauvegarde scénario, c'est tout cet encart-là. On a bien le symbole de la couronne, ok. Référez-vous aux cartouches amélioration domaine de la feuille de sauvegarde. Ok, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes, 6 cartes. Waouh! Par défaut, ce nombre est de 2 cartes. Ici, on voit que c'est coché 2 cartes. Pour les armes et 4 cartes pour les objets. Ouais, là, c'est bien le symbole des armes, hein, l'icône arme et là, l'icône objet. Alors, le fond est marron chiasse. La lecture est pas cool, hein. Après, maintenant qu'on le sait, puis rien n'empêche de noter arme, objet. Comme ça, on s'en rappelle tout de suite. Alors, je vous redis à ce stade que tout le jeu fonctionne avec des icônes, des icônes, des icônes. Il y en a de partout. Donc le temps d'apprentissage, je maintiens qu'il peut être quand même plus ou moins long et plus ou moins difficile pour les uns les autres. Parce qu'il va falloir les apprendre, ces icônes.
Ok. Alors, le fameux nombre là de cartes de qualité est susceptible d'augmenter durant notre partie. Si le moment se présente, suivez la consigne, toutes les autres cartes de qualité sont rangées dans la boîte. Si vous décidez de faire une pause dans votre partie, au moment de la reprise, les cartes armes et objets de qualité déjà possédés par le groupe ne comptent pas dans le total des cartes ajoutées. Oui, c'est logique. Puis, placez les paquets de cartes en pioches distinctes et accessibles à tous les joueurs. Les autres éléments de la feuille de sauvegarde seront expliqués dans leur propre section page 22. D'accord, donc ça c'était pour préparer les armes et les objets. Il faut bien penser à le faire. Ok, donc on était en 3 là. Yes. Euh, objet. Ah oui, 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 oui. Après on a les cartes scénario. En 4. Ne consultez jamais le verso des cartes scénario au risque de dévoiler les secrets des aventures à venir. Donc c'est ce paquet-là qui est numéroté de 01 à 84, mais il me semble qu'on a des cartes en double dedans. Les cartes scénario vont entrer en jeu tout au long de votre aventure. Elles sont de différentes catégories. Il faudra donc les placer dans la zone correspondante. Par exemple, dans la zone artefact d'un héros, si c'est un artefact. Ah oui, ça dépendra de ce que l'on dévoilera. Si aucune zone spécifique n'est indiquée, la carte ira dans la zone de jeu, donc au milieu. Et ça, c'est en général des cartes relatives à la mission en cours. Une carte scénario acquise n'est indiquée si la carte ira dans la zone de jeu. Ah, pardon, si aucune carte zone spécifique n'est indiquée, la carte ira dans la zone de jeu. Oui, 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 d'accord. Une carte scénario acquise n'est pas forcément à conserver durant toute la partie. Il vous sera peut-être demandé de la défausser en la remettant dans la pioche de carte scénario. Ok, donc ne pas mélanger bien sûr cette pioche-là. Ah bah voilà, par exemple, ces cartes 13, 13, 13, on va aller les chercher en... Ou bien parce que c'est un objet autorisé pour plusieurs joueurs. Ou alors, comme dans ISS par exemple, on va en prendre une sur les 3. Donc là, on nous dit, prenez la carte scénario 55, paf, carte acquise. Défaussez les cartes scénario numéro 70 et 55. Ah oui, alors là, on voit l'icône, on a la croix. La croix, c'est on défausse. Bien. De toute façon, en fin de livret, je sais qu'il y a, pour l'avoir survolé, on a tout le glossaire des icônes. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on a des icônes spécifiques aux cartes, au plateau voyage. Tiens, d'ailleurs, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pages d'icônes. Putain. Courage, hein. À ceux qui veulent se lancer dans Malia, franchement, courage. Ça peut amener des heures de gameplay super fun, mais costaud. Ok. Ensuite, chaque carte scénario est différente, mais certains éléments sont visibles sur la plupart d'entre elles. Alors, en haut à gauche, on va avoir le rappel du type de carte. En bas à droite, on a le numéro de la carte. Ouais, ok. En C, c'est lorsque le bas de la carte comporte un élément de sac à dos, ça signifie que c'est un objet à transporter dans le fameux sac à dos. Un héros doit donc la prendre s'il a la capacité de portage nécessaire. Ah oui, attention à ça. On est limité, mais ça évolue au fur et à mesure de nos avancées.
Ah, une astuce. Certaines cartes ont un prix. Il est donc possible de les revendre au marché, au risque de compromettre leur réel usage. Si elles sont vendues, elles retournent dans la pioche des cartes scénario. Ouais, donc ça veut dire que par défaut, tant qu'on n'en a pas eu d'utilité, on les revend pas, hein. Ouais. Élément d'appel. Alors ça, c'est en D en haut à droite, là. Les livrets d'aventure vont parfois vous demander si vous avez certains éléments. Il s'agit possiblement de l'icône d'une carte scénario. Si vous l'avez, vous pouvez appliquer l'effet de la consigne en question ou l'ignorer. Ah, c'est pas obligatoire. Si on possède une carte S, donc avec l'icône S, c'est lié au scénario, et on peut décider de l'utiliser ou pas. Ils mettent ou l'ignorer. D'autres éléments sont visibles sur les cartes. Leur usage vous sera révélé en jeu. Bien. Attention, mis à part celles qui peuvent aller dans un sac à dos, toutes les cartes scénario en jeu se trouvent dans la zone de jeu et sont accessibles à tous les héros. Elles ne peuvent pas être défaussées ou perdues sauf en cas de consigne spécifique. Alors typiquement, et comme d'habitude, dans les règles du jeu, lorsqu'on a des encarts comme ça, attention, si vous faites des mémos, c'est bien de les rappeler dans les mémos généraux, avec une petite relecture avant les sessions pour se les imprimer dans le Tekio. Et le détail de certaines cartes scénario sera expliqué dans la section scénario particulière. Ok. Après, dans notre zone de jeu en 5, on a ici les différents jetons scénario. Ces jetons sont à conserver dans une pioche proche de la zone de jeu. Alors, ce sont tous ces jetons-là. Comme les cartes scénario, ils entreront en jeu et seront défaussés assez souvent. Les jetons déjà acquis seront placés dans la zone de jeu. Là, ça me rappelle Trou de Vang où on allait choper comme ça aussi des jetons spécifiques liés au scénario en cours. Donc, en exemple, prenez le jeton 1 puis rendez-vous au paragraphe 52. On vient d'acquérir un jeton ou alors défausser le jeton 1. Les livrets vous demanderont si vous les possédez. Si c'est le cas, suivez la consigne, sinon, ignorez-la. En 6, on va avoir les cartes actions. Alors, les cartes actions, ce sont ces grandes cartes-là. Et on les retrouve, on a dit en 6, ouais, juste à côté de la pioche des cartes scénario. Alors, les cartes actions. Ces cartes seront utilisées de façon récurrente dans toutes les phases du jeu. Donc en voyage, et en exploration, et avec les livrets. Ou alors dans les différents livrets, ouais, c'est ça. Leur rôle est de créer de l'aléatoire de différentes façons et de donner des trésors lors des fouilles. Ok, donc une seule carte va avoir plusieurs degrés de lecture. Un autre effet principal sera joué pendant le mode infiltration. Il est également possible de les jouer pendant la phase voyage. Alors ça, c'est pas con. C'est pas con parce que sur une seule carte, on va s'en servir pour différentes applications. Donc, même si on considère qu'il n'y en a pas des 1000 et des 100, il y en a une vingtaine, le deck va tourner très rapidement, normalement, puisque on les utilise à différents moments du jeu. Paf, paf, paf. Prenez une pioche pour l'infiltration. Tac, on la défausse. Prenez une pioche pour type de récompense trésor. Paf, on utilise cette section-là. Bon, je le comprends comme ça. Ces cartes sont omniprésentes dans le jeu. Gardez-les toujours à portée, sans consigne contraire. Passez en mode infiltration. Pioche vide.
consigne de livret, ne remélangez jamais la pioche, bordel. Ils ont oublié de mettre bordel, mais ne remélangez jamais la pioche, c'est quand même marqué en gras. Et conservez la même pioche et la même défausse en continu. Alors attention, en continu de l'aventure en cours ou en continu de la campagne. A priori, c'est en continu, continu. Et ça, c'est important. Je vais me mettre... où est-ce qu'ils sont? My Little... c'est pas My Little Pony, mais My Little Post-it. Pas de mélange. Ça, je le note tout de suite parce que alors c'est très bien le parallèle avec ISS Vanguard. Pour les cartes crises, on n'était pas censé mélanger les premières cartes crises au tout début de la campagne, seulement quand c'était indiqué. Et moi, j'avais tout de suite commencé par les mélanger, il me semble. Donc là, no mélange, jamais, never. Maintenant, je le sais. Alors, il faudra peut-être les sliver dans ce cas-là, les mélanger une bonne fois. Ah bah quoique non, généralement je sleeve les cartes que je mélange souvent. C'est ce qu'on fait. Alors que là, si une fois que c'est dans tel ordre, on n'a plus à y toucher, à la vache, la pression que ça met, c'est cool. Ok. Les gemmes. J'aime les gemmes. Alors, les gemmes... Ah bah non, j'allais prendre ça. Ah non, ça c'était les cristaux, je crois. Rien à voir. Les gemmes. Ah oui, j'étais en train de me dire, mais j'ai pas de pion j'aime et j'ai pas plus de jetons j'aime. Tiens, en le prononçant, pensez à mettre un pouce sur les vidéos. J'aime. Alors, la partie j'aime des cartes actions est la zone de la carte qui sera la plus utilisée pendant vos parties de Malia. Ah ok. Au nombre de 4, ces icônes sont là pour répondre à des besoins d'aléatoire. Alors j'aime bien les illustrations de ces gemmes. On a blanc, bleu, rouge, noir. Que ce soit dans les différents livrets ou pour les autres éléments de jeu, il vous sera demandé de piocher des cartes et de vous référer à la gemme qui y est représentée. Elle vous donnera alors un résultat. Paf, Nemesis Lockdown. Est-ce que nous avons, c'était comment déjà? Ah oui, nous avons l'apparition de telle ou telle créature. Ou alors, on se refait un paf, ISS Vanguard. Est-ce que l'icône correspond au biome sur lequel on se trouve sur notre secteur? Bon, bah là, c'est même principe. Exemple. La consigne vous indique de piocher une carte action. La gemme dévoilée est une gemme noire, donc c'est le 4e choix ici qui sera appliqué. Votre arme s'est brisée au cours du combat et s'avère irréparable, vous défaussez votre arme équipée. Enfoiré. Alors, faut que ce soit justifié, ça, hein, attention. Hein. Moi, je pète pas mon arme facilement. Ok, donc je maintiens, c'est malin d'avoir un seul deck pour différentes applications. Ça évite d'avoir 50 tas de paquets de cartes différents autour de la table. C'est cool. Et visiblement, ça conservé très proche de nos mains parce qu'on va aller faire un tour dans ce paquet-là très très souvent. Ok, ça me plaît. C'est bien, Frédéric, si ça te plaît. Maintenant, la fouille. Ah, on aime fouiller. Ah oui, on reste vraiment sur les cartes actions là. Parce qu'on applique un résultat de scénario, on applique un résultat avec des gemmes, et on s'en sert pour les fouilles. La partie fouille des cartes actions permet aux joueurs de récupérer des trésors. Lorsque les livrets le leur indiquent, ils piochent le nombre de cartes indiquées et récupèrent ce qui est représenté. Donc c'est la partie grisée en bas à gauche. Là, je quoi? Là, c'est un trésor qui me donne une carte trésor. Voilà.
Donc, carte trésor visiblement normale. Je vais piocher avec un fond bleu. Il n'y a que ça à s'occuper. Et ce qui est bien, ce qui a l'air d'être bien, c'est qu'on peut te récupérer des trésors. Peut-être que parfois on va être autorisé à les choper. Allez, comme ça. Non seulement on vient de niquer un boss, alors on va dire un mini-boss, on est récompensé par, hop, une première carte, on va choper un objet, une seconde carte, 2 pièces d'or. C'est tout! Là, on peut aller chercher des ressources, des pièces d'or, ouais, ok, des objets, des... Ah, ça j'aime bien. 3. Oh oui, il va y avoir intérêt de les mélanger correctement. Ben, j'aime bien le principe. Donc les trésors possibles sont multiples. Objets, armes, ressources, pièces d'or, 3 petits points. On a déjà 4 types de variantes de récompenses à aller chercher. C'est plutôt bon. Exemple, vous fouillez les corps. Ah oui, on peut fouiller des corps. Piocher 2 cartes actions. Le livret indique de piocher 2 cartes actions. Et de regarder l'icône trésor. Les héros récupèrent alors 2 pièces d'or, une plante violette et une plante jaune. Ouais, ouais, d'accord. Si en option, on veut fouiller les corps. Ah oui, pardon. Quand j'ai lu fouiller les corps, c'est pas parce que chaque ennemi tué sur le terrain va être fouillable. Non, là, c'est une option du livret d'aventure. Si on a éliminé tout le monde, est-ce qu'on prend le temps de fouiller les corps? Peut-être au risque de perdre du temps ou autre. Ok. Eh bien, ouais, j'aime le principe des gemmes et j'aime le principe des trésors avec les cartes actions. Ok. Ah oh, ça peut être très intéressant. La mise en place d'un nouveau héros. Alors, dans quel cas? Tiens, ça, je vais enlever. Chaque joueur choisit un ou plusieurs héros, avec un maximum de 5 pour le groupe entier. Un joueur seul doit choisir 2 héros minimum. Oui, c'est parfois tentant de commencer une campagne avec seulement 2 héros pour l'esprit, comment on va dire, duo fun qui va bien s'accorder, qui va avoir une bonne synergie. Et puis pour une durée de partie aussi. Alors, jusqu'à présent, moi j'ai toujours été partisan de on peut jouer à 4 ou on peut jouer à 5, et ben je prends tout le monde. Voilà. Pour ne pas passer à côté d'un maximum de possibilités de jeu. Est-ce que, au fur et à mesure de l'évolution de ma carrière de joueur, Dungeon Crawler, ça évolue? Je pense que oui. J'avais fait ça avec quoi? Ah bah Trudvang. Alors Trudvang c'était particulier, c'était Trudvang, oui je crois. C'est une question de place. Alors c'était rageant parce que pourtant j'ai de la place sur mon bureau. Je vous check là, petit aparté. À ma gauche, alors j'ai collé une grande planche de 2 mètres. À ma gauche, mon petit bordel, le clavier, les différents éléments de pioche, les dés. Devant moi, bah, c'est forcément le plateau de comment j'appelais ça? Plateau joueur, là où je mets tous mes héros, c'est la plus grande place. Et puis sur ma droite, je peux mettre le plateau de jeu. Alors là, c'est sur la table, mais généralement, c'est sur le... Tiens, si je soulève. Voilà, vous le voyez, c'est sur le plateau en bois que je viens mettre ici. Comme ça, c'est un peu surélevé. Puis je le glisse comme je veux. Et puis encore à ma toute droite, ici, bah, j'ai un bordel à tiroir au-dessus duquel j'ai une planche pour remettre d'autres éléments de gameplay. Donc, franchement, c'est nécessaire parce que tous les types de jeux comme ça,
Alors je vais les nommer, hein, Trou de Vent, Fête Forge, Voyage en Terre du Milieu, Nova Etas, Maladoum, ISS Vanguard, Nemesis, bref, la totale, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Et bien malgré ça, parfois, sur le plateau joueur, là, et ben ça devient limité tellement il y en a partout. Et ce qui est compliqué, c'est la lecture éloignée de certaines cartes. À la manipulation, c'est un peu chiant. Donc ça revient à dire que oui, ça devient de plus en plus tentant de faire ça. 2 héros minimum, histoire de voir comment on peut le gérer. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser qu'à Gloomhaven, j'avais fait une partie à 3. Mais c'était d'ailleurs la campagne des 3 salopards, donc c'est faisable. C'est faisable. Bon, on y retourne là, plutôt que de raconter d'autres choses. Je disais quoi? En un élément de base, c'est-à-dire... Alors tiens, on va prendre pas le peuple Yoctal, mais on revient sur le Sulk. En un là, commencez par prendre les éléments présents sur le recto de la carte peuple de votre héros, à savoir le nombre de jetons aura, les cristaux représentant les points de vie. Oui, 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 on a vu ça hein, dans le descriptif du matériel et puis le balayage des éléments de jeu. Voilà, on commence par mettre ça sous peuple. Placez dans la zone de portage un cube de couleur au choix, mais différent pour chaque héros, représentant la capacité de portage. OK. Enfin, retournez la carte peuple et glissez-la. Ah oui, alors initialement, on se réfère à ça. Portage, point de vie, jeton aura. Ensuite, on la retourne pour n'avoir que la lecture de la bande basse. Ne laissant apparaître que la zone d'aura. Oui, c'est ça, que la zone d'aura. Ok. Si je dépense un pion aura, je peux appliquer telle ou telle chose. Ensuite, on place un cube pour chaque caractéristique. Donc là, les cubes sont bel et bien de la couleur appropriée. Hein. Vert connaissance, bleu intelligence, violet le sens, jaune la dextérité et rouge le physique. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on est vraiment dans des éléments apparentés au jeu de rôle pur. Donc ça réveille de très bons souvenirs. Alors qu'est-ce que quoi? Placer un cube pour chaque carac. Dans le premier emplacement à gauche, pour les cubes initiative et déplacement, la face croix ne doit pas être visible. Initiative, déplacement. Et là, ça ramène à ce que je disais en introduction, c'est que sur les cubes, nous avons des autocollants à coller. Et sur certaines faces, on a la croix qui peut apparaître. Mais quand on fait le placement de notre héros, la face croix ne doit pas être visible sur le cube. Bon. Ensuite, en 3, placer le cube action dans l'emplacement le plus à gauche de sa jauge. Face action visible. Ah bah voilà, ça me renseigne. Mais alors par contre, cube action, oui, il devait y avoir une couleur de cube pour action. Par exemple, si c'est ça... Ah, ils auraient dû mettre la couleur du cube. On a l'impression que c'est bleu. Mais bleu, ça va aussi pour l'intelligence. Bah, ça n'empêche pas, hein, visiblement, il y en a suffisamment. Puisque tous ces cubes-là ne vont être utilisés que pour les plateaux héros. Après, c'est facile à savoir. Hein. 2, 4, 6, 8, 10. Déjà, j'ai 10 cubes bleus, 2 par plateau héros. Bon, mais en tout cas, sur un cube qui va dans les emplacements actions, on a une face avec ce petit autocollant qui est le symbole des actions.
Par contre, j'arrive pas trop à voir à quoi ça... ce que ça dessine. Là, je vois pas une action en cours, ça me parle pas. Ou alors, j'ai pas les bons yeux ce matin. Bon, peu importe. En tout cas, c'est clair, net, précis. Ça, c'est notre nombre d'actions. Ensuite, on va réunir notre équipement. Réunir son équipement. Carte talent. Chaque héros commence avec une carte talent. Piochez-en une au hasard. Ah, c'est au hasard. Une carte talent dans le paquet de classe Maï ou 3 cartes talent dans un ou plusieurs paquets des classes Ranger, Guerrier, Érudit, Roublard. Puis choisissez un des talents proposés et défaussez les deux autres. Ah oui, d'accord. La carte talent choisie est équipée sur le niveau normal. Alors, les cartes talent, piou 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 piou. C'était lesquelles? Je crois que c'était celle-ci. Oui, niveau normal, niveau supérieur. Donc, par héros, chaque héros commence avec une carte talent. Mais attention aux orientations qu'on veut donner à notre peuple. Je pourrais très bien dire le Sulk, même s'il est plutôt affilié combattant, j'ai envie que ce soit un lanceur de sorts. Et les cartes Maï, je ne sais plus lesquelles c'était, mais enfin on peut piocher une carte lanceur de sorts pour un peuple Sulk. Ah, ça devait être là. Oui, 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 c'était ça. Les symboles des paquets respectifs. Ben voilà, c'est ça les cartes affiliées lanceurs de sorts. Après, on a les cartes pour Ranger, pour guerrier, érudit, etc. Bien, une seule carte au démarrage. Dans un groupe, il ne peut jamais y avoir plus de 2 héros ayant au moins un talent de Maï. Ah, plus de 2 héros. Ah ben ça va. On est limité à 2 lanceurs de sorts. C'est pas mal. Alors, carte armes de départ. Les armes de départ, on a dit que c'était pas celle-ci. J'ai encore du mal avec les autres cartes. Ah ouais, c'est une carte ultra rare. Ah non, c'est que j'ai mal rangé. Ah, c'est celle-ci. Ouais. Les cartes armes de départ. En plus de sa carte arme main nue, en plus de celle-ci, le héros obtient une carte de base au choix parmi celles disponibles. Si aucune n'est disponible, un héros en possédant 2 lui en donne une de son choix. Cette carte est directement équipée par le héros. D'accord. Donc, en arme de départ, ça peut être... Non, toi, tu n'es pas une arme de départ. Il faudrait que je reclasse. Il n'y en a que 5. Dac. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des armes forcément pourries. Hein. En plus du main nue, on peut démarrer avec une hache. On a vu le gourdin à pointe, l'épée émoussée, le piolet, la pioche ou l'arc sans corde. Ok. Donc ça, il faut les mettre à part pour la création de héros. Tac, ça va venir sur mon plateau de droite. Alors, il y avait ça aussi en type de carte arme qui était séparé du paquet cartes cellophané. Je ne l'ai pas ouvert pour l'instant. Personne ne m'a dit de le faire, donc je vais respecter. Est-ce que c'est pour dire que ça appartient à l'extension débloquée par le pledge héroïque? Peut-être. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas encore. Je préfère ne pas faire de bêtises pour faire un mauvais mélange. Ok. Donc nos cartes armes. Les ressources diverses.
Chaque héros obtient 5 pièces d'or pour le groupe qu'il place dans la zone de jeu. Il obtient également 2 cubes potions, une jaune, une rouge. Alors, les potions, ça va là. Ça, c'était le symbole potion. Donc, logiquement, sur mon plateau, j'aurai une potion jaune, une potion rouge. Ah oui, ok. Si je bois une potion jaune, je récupère 2 points de vie. Si je bois une potion rouge, je récupère 4 points de vie. Bien. Bien, bien, bien. Ok, donc ça complète un choix. Pour terminer sa mise en place, chaque joueur a, pour son ou ses héros, un choix à réaliser. Chacun peut piocher 2 cartes armes communes, en garder une et défausser l'autre. Ou alors piocher 2 cartes objets communs, en garder une et défausser l'autre et obtenir 2 pièces d'or pour le groupe. Et ça, c'est chaque héros. Donc si on joue à 5, on peut facilement se choper 10 pièces d'or d'un coup. Ah, il y a encore un troisième choix là. Ou prendre un cube plante de chaque couleur, donc 5 au total, et obtenir 3 pièces d'or pour le groupe. Oh la vache! Mais ça me paraît être Noël en ressources diverses. Et c'est bien noté, hein, chaque héros. Ah, c'est ça, il obtient également, nanana, plus un choix. Chaque joueur. Bon, bah, tant mieux. Alors, ajouter ou retirer un héros en pleine partie. Ça me plaît. Il est possible d'ajouter ou d'enlever un ou plusieurs héros en cours de partie, toujours avec un total de 5 héros max et 2 minimum pour le groupe. Cela peut être fait à tout moment, sauf en phase de voyage, pendant un événement. D'accord, là on ne peut pas changer de héros, ou en intégrer ou en retirer. On ne peut pas le faire non plus en phase d'exploration, ou bien en cours de défi, ou lorsqu'un lieu plateau est installé. Il est cependant possible de le faire entre 2 installations de lieux. Donc les lieux, visiblement, ce sont des endroits que l'on va visiter avec une temporisation. Donc là, c'est idéal pour ramener du monde. Sinon, bah, c'est logique, hein, si on est en plein donjon, on va pas dire ah bah tiens, il y a machin qui nous rejoint. Alors, ajouter un héros. Pour ajouter un nouveau héros, suivez les étapes de mise en place d'un nouveau héros. Donc, tout ce qu'on a vu mis en place là, avec tous les éléments à récupérer. Puis, référez-vous au niveau global du groupe inscrit sur la feuille de sauvegarde. Effectuez le même nombre de montées de niveau pour ce nouveau héros. D'accord. Ainsi, le nouveau héros est au même niveau que tous les héros du groupe. Vous pouvez ensuite reprendre la partie. Oui, oui, c'est bien. On n'a pas un gars qui est vraiment à la traîne et c'est plus ou moins pénalisant. Puis pas forcément intéressant pour le nouveau joueur. Et alors le fait de retirer un héros. Lorsqu'un joueur quitte la partie en pleine session, le reste du groupe récupère ses propriétés. C'est vache. Le groupe doit obligatoirement récupérer les cartes scénario dans le sac à dos du joueur. Ah bah oui. Ainsi que ses jetons scénario personnels. Le groupe peut, à condition d'avoir l'espace nécessaire, se répartir les effets du personnage. Objets, armes, ressources. Il est aussi possible de lui mettre de côté pour son futur retour en jeu. Et bien là, ça me plaît beaucoup parce que parfois j'aime bien passer d'un moduler mes groupes, comme ça avait été le cas avec la Cité Maudite cette année, où selon les scénarios et puis pour le plaisir de l'évolution des uns des autres,
Un coup, on part avec un tel, un coup, on part avec un tel. Et ça amène une réflexion supplémentaire de se dire, je me compose deux groupes de base et je vais alterner parfois au fur et à mesure de la campagne. Je ne sais pas s'il y a la notion de héros blessé, incapacité qui doit rester au campement, par exemple, minimum un scénario, parce que là, ça prend tout son sens aussi. Alors, le fait de retirer un héros, on continue. Les cartes artefacts équipées ne sont pas récupérables par le reste du groupe et sont défaussées. Ok. Il est aussi possible de lui mettre de côté pour son futur retour en jeu. Donc oui, c'est vraiment une possibilité de sauvegarde, hein. Les cartes talent du héros et potentielles cartes sort associées sont mises de côté et réservées à ce héros pour son futur retour. Toute autre carte ne rentrant pas dans les conditions précédentes est réservée à ce héros pour son futur retour. Si au contraire le joueur quitte définitivement le jeu, ces cartes sont mélangées dans leur pioche. D'accord. Lorsque la répartition est terminée, le joueur crée une sauvegarde de personnage et il note les éléments qui n'ont pas été récupérés par le reste du groupe. Il pourra les récupérer lors de son retour en jeu. Ces cartes et autres éléments, cristaux, cubes, retournent ensuite dans leur paquet et réserve. Ok. Si un revenant en jeu... Quoi? Non, pas un revenant, Friedrich. Si en revenant en jeu, certains équipements ne sont plus disponibles, une arme, par exemple, le joueur ne peut pas les récupérer et observera les règles de mise en place d'un nouveau héros pour ces éléments manquants. Ok. Les futures situations en relation avec le nombre de héros ou le nombre d'ennemis rencontrés sont immédiatement ajustées à la taille du nouveau groupe. Ouais. Et oui, le jeu n'oublie pas et s'adaptera. D'accord, d'accord. Alors, c'est bien. C'est bien parce que ça permet d'avoir une grosse modularité sur les héros. Imaginons qu'on en ait marre de jouer avec l'ancienne parce que finalement son gameplay est pas top. Eh ben, on a la souplesse de l'enlever et hop là, ça revient. Alors, je dis on a la souplesse, c'est inscrit dans les règles. Rien ne nous empêcherait de le faire aussi si c'était pas inscrit, mais au moins ça a été pensé et conçu comme ça. Donc c'est plutôt engageant. Alors, après, on a des mises en place spéciales de l'aventure. Chaque aventure, que ce soit une mission indépendante ou un livret, a une mise en place spécifique visible sur sa première page. Oui, il suffit aux joueurs de respecter cette mise en place point par point. Dès que cette mise en place est réalisée entièrement, la partie peut commencer. Alors, on nous a dit mission indépendante ou un livret d'aventure. Donc là, pour reprendre dans le livret d'événements, au tout début, on a vu que nous avions les missions indépendantes. Mise en place, paf. Mise en place spécifique. Yes. On a une petite note. Une même mise en place spéciale existe pour chaque mission indépendante au début du livret d'événements. Ouais, ok. Sauvegarder et reprendre la partie. Ah oui, parce que là, ça a l'air d'être un gros morceau, le Beans, au cours d'une aventure. Qu'il s'agisse d'une mission indépendante ou d'un livret. Il sera demandé au joueur d'inscrire ou cocher des éléments sur la feuille de sauvegarde. Ces éléments doivent être inscrits immédiatement car ils influent sur le cours du jeu. Un côté de la feuille est réservé au personnage, l'autre à l'aventure en cours. Ainsi, si vous décidez d'arrêter une session, vous pouvez y noter tous les éléments pour la reprise.
Mayday, Mayday. Bien noter les informations éléments est important. Certains éléments présents dans les zones sur fond jaune influent sur le cours de votre aventure, voire peuvent vous envoyer dans une impasse totale si vous ne les possédez pas. Ah ouais, il faut être super assidu pour ça. À chaque fois que vous prenez une nouvelle feuille de sauvegarde pour la même aventure, vous devez y reporter ces éléments. Ouais, alors c'est là où je ne visualise pas en fait. Donc lui là, petit livret de sauvegarde, on va te cramer mais rapidement. Alors moi je rappelle, hein, quand je joue pour faire mes vidéos, bah, j'ai le PC devant moi. Après, je note mes sauvegardes sur un fichier spécifique que je me crée. Mais au début, pour la manipulation, c'est bien d'utiliser ça. Puis après, ça permet de le mettre en forme sous le logiciel approprié. Ok. Donc oui, c'est ça ce qui me perturbe là. À chaque fois que vous prenez une nouvelle feuille de sauvegarde, en fait, on va se composer un livret d'aventure hein, au fur et à mesure qu'on va cramer des feuilles. Alors, la sauvegarde scénario. Ici, d'abord, certains éléments, lorsqu'ils sont cochés, vous octroient des bonus qui vous renvoient à un chapitre spécifique. Ah oui, puisque là, on a des numéros de chapitre, là, on a des numéros de triangle. Là, on a des entrées aussi particulières. Là. Alors, la sauvegarde scénario. En 1, cette feuille est réservée pour noter tous les éléments concernant l'avancée de votre groupe. Éléments d'information de la campagne en cours. Là. En 2, la zone de jeu. C'est bien marqué ici, zone de jeu. Ok. Alors ça, notez les éléments en possession du groupe dans votre zone de jeu. Donc c'est la zone centrale. Notez-y les pièces d'or que possède le groupe, les différents jetons et cristaux, ainsi que les cartes présentes. Il s'agira souvent de cartes scénario. Cartes scénario là. 13 77 09, oui, c'est forcément les mêmes numéros. Certaines ont des effets spéciaux qu'il faudra également indiquer. Enfin, une partie est réservée aux jetons scénario. En 3, nous avons les points. Là, c'est bien marqué, points. Cet espace est réservé aux différents points que le héros pourra gagner lors de son aventure. Les consignes de notation seront expliquées dans les livrets. Bon, pas très bien. Certains éléments sont à reporter d'une sauvegarde à l'autre. Donc, une session égale une sauvegarde. Ce serait ça la maintenance. Et ça va être comme la plupart des jeux Dungeon Crawler. Hein. À la fin d'une session, on a une bonne demi-heure à consacrer pour la sauvegarde et les évolutions. Donc on n'est pas surpris. Ensuite, on va avoir 4 l'infiltration, 5, 6, 7 ici. Et on finira par 8. Non, on finira par 9. Donc on va tourner comme ça. Et on passe au 4. Donc infiltration. Cette partie permet de noter l'avancée de l'infiltration. Il faudra y retranscrire le niveau de l'échelle de menace. Ça, c'est le niveau de l'échelle de menace, donc X sur 27. La difficulté de l'infiltration, ainsi que le nombre de cartes actions restantes dans la pioche. Là, c'est le nombre de cartes actions restantes présentes dans la pioche. Lorsque vous reprendrez votre partie, reformez la pioche suivant cette donnée.
sans prendre en compte quelle carte était déjà dans la défausse. Mélangez seulement le paquet de cartes actions et reformez la pioche et la défausse. Ok. En 5, on a la partie sauvegarde aventure. Ici, le groupe note l'aventure qu'il est en train de vivre. Il y a un espace pour noter le nom du livret. Donc là, on note le nom du livret. Le niveau global du groupe en H, ça c'est le niveau global du groupe, symbolisé par cette icône. Et le numéro du chapitre du livret en cours. On s'est arrêté au chapitre temps. À chaque montée de niveau du groupe lors de votre aventure, ajustez le niveau global sur cette sauvegarde. Lorsqu'un héros rejoint le groupe, vous devez lui faire autant de montées de niveau que le niveau global du groupe indiqué. Après, on a un emplacement pour la sauvegarde donjon. Le groupe de héros pourra s'aventurer dans des donjons dont l'organisation est aléatoire. Ici, il y a deux parties. Une éphémère en haut et une à reporter. Alors, en cas, dans cette partie, on note les éléments du donjon en cours, à savoir combien d'éventuels cristaux, cubes, dégâts sont placés sur la tuile de donjon. Cristaux, cubes, dégâts. Ok. Sur la tuile. Ouais. Puis, il faut indiquer le numéro du donjon en cours inscrit sur la tuile et cocher les cartes événements du paquet en jeu qui n'ont pas été utilisées jusqu'ici. Ça, ce sont les cartes qui n'ont pas été encore utilisées. Ouais. Alors, là, je vous le dis, hein, vu comme ça, sur une première lecture, là, pour le coup, ça fait vraiment usine à gaz. Oh puttana, la vache. Et on n'est que à la sauvegarde du scénario. On se rappelle que derrière, on a la sauvegarde des personnages. Waouh, waouh, waouh. Alors, bon, moi, avec la place que j'ai et le fait de pouvoir laisser la campagne à tenir, euh, dans l'idée, je vais très peu utiliser ça. Mais pour la majorité d'entre nous qui devons quand même libérer la table de la salle à manger après une session de 4 heures, on respire, hein. Je pense qu'il va falloir respirer. Bien, 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 bien. Ça, c'était pour les donjons. Et la partie 2 du dessous pour la sauvegarde des donjons, on coche une case à chaque fois qu'on réussit un donjon. D'accord? Donc on peut accomplir visiblement 9 donjons. Cette information devra être reportée à chaque nouvelle feuille de sauvegarde utilisée après l'accumulation des cases cochées. Des chapitres vous seront ouverts. Il faudra vous y rendre à ce moment-là. Dès que nous avons accompli 3 donjons, on voit ce qui se passe en 1020. Dès qu'on a accompli 6 donjons, on lit le 1023. Et enfin, après 9 donjons, on va lire 1029. Et bien ça, c'est une super carotte. Ouais, moi en tant que Anne basique, j'aime qu'on me fasse avancer avec ça et puis un truc à aller débloquer au bout. C'est cool. Ah bah en dessous, on a l'exemple, hein. Au moment où le groupe coche la 6e zone, rendez-vous au chapitre indiqué 1023. En 7, on a la sauvegarde de voyage. Donc c'est l'encadré ici. Alors, qu'est-ce que tu nous vends? Ce cadre est réservé à votre phase de voyage. Vous y notez l'emplacement d'hexagone de votre groupe. Ok, on finit notre voyage sur tel hexagone. Ainsi que du titan le cas échéant.
Ah oui, venez là. Venez là, les gars, parce que moi j'aime bien quand on me fait manipuler des choses. Et en plus, c'est comme ça que j'apprends, moi. Il y en a qui ont une mémoire de base à la lecture, ils retiennent tout un tas de choses. Moi, il faut que je vois, que je touche, que je manipule pour finir par être à l'aise. À l'aise Blaise. Donc. Déjà, on se rappelle que le jeton Titan, nous ne sommes pas censés l'utiliser au début de la campagne. Ça, c'est ce qu'on a vu à la première session de lecture. Mais quand un éventuel Titan se promène dans la région, il peut très bien être en hexagone 39. On note l'hexagone 39. Et notre groupe, alors je sais que je vais chercher ce qui correspond à notre groupe comme ça. On sauvegarde, on se situe en 26. Très bien. Donc le groupe, le Titan, on coche également l'utilisation de la carte repos. Repos utilisé. Utilisation de la carte repos. Ah oui, alors c'est ça l'utilisation de la carte. Non. Si, je crois. Ça, c'est la carte repos. D'accord. After. Combien de cristaux sont présents sur le plateau de voyage? Ah putain, on peut avoir, par exemple, 3 cristaux sur le plateau de voyage. Ah, mais ça va être sympa ça, parce que on parle de cristaux et pas de gemmes, hein. Oui, oui, donc le cristaux, c'est ça. On peut avoir, admettons qu'on termine là, on sait qu'on pourrait aller choper des cristaux par là. D'accord. Donc le nombre de cristaux, et ça, c'est le symbole du nombre de jetons voyage. À la fin d'une session, on peut très bien finir avec seulement un jeton voyage de disponible pour le groupe, donc on note un là. Ok. Enfin, on note la météo en cours. Là, c'est la météo en cours. Et le dernier emplacement pour les cartes voyage. Ah oui, parce que pendant une phase de voyage, je crois me souvenir qu'on peut très bien piocher plusieurs cartes. Ah, ça peut être fun hein, de voir la tronche qu'a le plateau de région en fin de séance. Bien, bien. Amélioration domaine. Qu'est-ce que ça peut bien être? Le domaine. Oh putain, c'est marqué, hein. Si les héros obtiennent un domaine, les informations liées seraient reportées ici et à noter sur chaque feuille de sauvegarde. Les consignes de fonctionnement du domaine seront expliquées en temps voulu. Eh ben j'allais dire, j'avais zappé cet élément de jeu, mais je crois même que j'étais carrément pas. Je le savais pas. Un domaine, alors c'est une super nouvelle parce que moi j'adore hein, tous les à côté. Euh, J'espère que c'est pas un peu factice et puis que ça apporte vraiment des choses super intéressantes. Là, je fais le parallèle avec la gestion phase de vaisseau d'ISS Vanguard. C'est super intéressant de faire un coup j'explore, un coup je vais sur le vaisseau pour progresser. Vous pourrez également vous référer aux informations cochées ici donc sur le domaine pour savoir le nombre de cartes de qualité à ajouter dans votre paquet. Ah ouais. Alors si j'essaie de trouver à quoi ça correspond. J'en sais rien, ça on a dit que c'était lié au niveau de groupe de joueurs. Là c'est le nombre de cartes armes de qualité. Et là on avait dit que c'était les cartes je sais plus quoi de qualité qu'on peut débloquer. Bon ben
très bien. Très bien, très bien. Donc on a dit une carotte avec Tagada Tagada, on avance sur des explorations de donjons pour débloquer ça. Et on a une autre carotte sur aller choper un domaine. Et la formulation, c'est si les héros obtiennent un domaine. Alors, là, je pense que normalement, tous les groupes de héros devraient acquérir un domaine. Ce serait très surprenant et pour le coup vachement bienvenu que par nos actions et nos choix scénaristiques, on nous dise je ne vous octroierai pas un domaine, vous n'êtes pas digne. Pourquoi? Parce que bah oui, ça rajoute de la rejouabilité. On le veut ce putain de domaine. Bon sang de bon sang. Alors enfin, sur la feuille de sauvegarde scénario, on a cette histoire de triangle à cocher. Ces éléments représentent des moments clés qui influeront sur la suite de votre aventure. Il vous sera indiqué lorsque vous devrez cocher et dans un autre temps lorsque vous devrez vérifier si vous les avez cochés. Pour suivre un chemin spécifique, ces éléments sont à reporter d'une sauvegarde à une autre. En exemple, cochez le numéro 26 triangle de votre feuille de sauvegarde. Donc ça aussi, ça rappelle ce que j'avais vu passer dans Tented Grail. Si vous avez coché le 4, c'est parce qu'on a tué l'ours polaire. Et c'est bien, on est remercié 4 scénarios plus tard d'avoir tué l'ours polaire. Ok. Pourquoi on aurait tué un ours polaire d'ailleurs? Parce que c'est comme ça. Bon, là où ça me permet de respirer un peu, c'est que ces éléments-là, c'est super facile à suivre. Ces éléments-là, ce sera facile à suivre uniquement au moment où ou pas on a un domaine. Voyage, c'est facile à cocher. Donc, quand on sépare vraiment bien les éléments comme ils sont notés là, c'est pas que c'est une usine à gaz, c'est que on le fait étape par étape. Donc, tout va bien. Tout va bien, mais on va aussi s'intéresser à la sauvegarde d'un personnage. Bon, on va faire une chose. Je m'autorise à défaire le bloc. Si vous pensez jouer pendant 3 ans à Malia, pensez à faire des photocopies avant de taper dedans. Hein. La sauvegarde d'un personnage. Alors, il va peut-être me falloir un support. Ok. Sauvegarde personnage. Donc, on a les zones. 1, 2, 3, 4 équipements, 5 les notes, 6 les ressources, numéros et couleurs, et en 7 les effets cartes scénario. Donc cette partie est réservée à votre héros. Avant de ranger votre plateau, notez tous les éléments le composant, donc les informations générales, les caractéristiques. Ah bah oui, où est-ce que sont nos différents cubes, nos différents curseurs pour nos valeurs de caractéristiques. Pareil pour le déplacement et l'initiative. Les caractéristiques, d'accord. Les éléments de point de vie en 3. Les éléments de point de vie. Alors ça, c'est le nombre d'aura. Ça, c'est le nombre de... J'en sais rien, mais je crois que c'est le nombre de jetons aura avec un numéro 2 dessus. Plutôt que un jeton classique où il n'y a pas de numéro. Donc pour bien les dissocier. Équipement. Ah, c'est le portage. La valeur de portage. Et puis les 3 éléments qui constituent notre santé. Les 3 éléments qui constituent notre santé, ça c'est sur le plateau sac à dos. Parce qu'on a 3 états, si je me rappelle bien, 3 états potentiels avec 3 types de blessures différents. Mais ça, on verra avec le combat.
Après, on vient noter en 4 tout l'équipement ou les éventuelles ressources et leurs couleurs. Donc, hein, on sait qu'on a 6 types de ressources différentes. Stylo 4 couleurs, paf. Les héros peuvent aussi être sujets aux effets de certaines cartes scénario. Effet carte scénario. Bon, on va espérer qu'on a de la bénédiction divine plutôt que la peste bubonique, que l'on va traîner pendant 4, 5, 6 aventures. Et enfin, la partie 5 contient un espace de notes qui pourra s'avérer utile. Bon, oui, 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 oui. Alors, les cartes, les fiches de personnages, déjà, c'est c'est une par joueur, une par héros. Donc, si vous jouez à 5, il y en a déjà 5 qui dégagent, hein. Plus, selon l'avancée de la campagne, vous allez gommer, au bout d'un moment, ça va être dégueulasse. Là, on en reprend une, etc. etc. Donc, pour le coup, bien vu d'en avoir mis autant, c'est à noter quand même, hein. Puis alors, elles sont quand même super fun. Contrairement à celle de Gloomhaven, par exemple, qui était fonctionnelle, oui, mais alors que en noir et blanc. Là, ça fait vachement plaisir d'avoir de la couleur. Mais oui, mais oui, mais oui. Ok. Et alors, reprendre une partie sauvegardée. Effectuer les étapes suivantes, hein. On met en place tout l'espace joueur, les plateaux héros avec la feuille de référence de sauvegarde, la zone de jeu avec la référence sauvegarde scénario, et on reprend l'aventure où elle a été arrêtée, possiblement à un numéro de livret ou en phase de voyage. Ce qui est le plus facile pour se remémorer les choses. Alors justement, en phase de voyage, je m'arrête ici, on ne va pas aller voir à quoi ça correspond pour l'instant. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo, comme ça permet de segmenter beaucoup plus facilement, puis c'est beaucoup plus digeste. Alors déjà pour moi, parce que après 1 h 30, non, même combien, 1 h 50 de lecture, waouh, il y a toujours cet effet masse d'informations. Ça fait du bien de faire un break. On est à la page combien, n'empêche? Page 23? 23 sur 80. Alors, 80, non, parce que avec le nombre de glossaires mémos sur les icônes, on enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on va dire on enlève 10 pages. En fait, la règle en soi de lecture pure, c'est 70 pages. Quand même, il reste, oui, la phase voyage, il nous en reste un long voyage à accomplir avant d'avoir lu tout le livret. Bon, ah tiens, sur YouTube, vous avez, alors est-ce que je peux retrouver ça facilement? Attendez, capture de fenêtre, pour l'instant je l'enlève. Ce que je veux voir, c'est, qu'est-ce que je vais taper? Malia, phase 2. Toc toc toc, unboxing. Friedrich. Ah, Friedrich Van Moriarty, il a fait une vidéo sur Malia. Voilà, c'est ça que je voudrais vous montrer. Alors attendez, je fais une. Ouais, voilà, c'est ça que je vais vous montrer. La pause est enlevée, là, je vous parle, mais oui, si, c'est bon. Donc, sur YouTube, alors ça remonte à 3 ans, hein, quand ils ont commencé à nous faire baver sur le jeu. Tout de suite, la boîte de jeu a fait des vidéos pour phase de voyage, phase d'exploration, phase de combat. Il doit y en avoir 6 ou 8. C'est très très rapide, hein. Elles font 2 à 5 minutes, pas plus. Mais en mémo, c'est super bien expliqué. Ça, c'est ce que j'ai gardé en tête, en tout cas.
Et puis pour faire ma langue de pute, bah, je vais dire que bizarrement, aucune de leurs vidéos n'a changé depuis 3 ans et demi. Alors que si le jeu avait été si bien avancé que ça, pourquoi nous avoir fait des reports et des reports et des reports? Là, on rejoint le foutage de gueule quand même. Parce que c'est pareil, hein, quand on voit sur les vidéos, les jetons, les cartes, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont bougé. Même les figurines n'avaient pas bougé. Bref, c'est une aparté, comme je l'ai dit, langue de serpent. Mais c'est intéressant, hein. Pour ceux qui veulent éviter une trop grosse infusion de lignes et de lignes et de lignes et de pages de règles, allez checker ça, c'est pas mal. Alors, idéalement, c'est de le faire en parallèle parce qu'au moins, comme ça, je vous rappelle que ça remonte à 3 ans, hein. Donc, avec le livret de règles, ça permet vraiment d'avoir toutes les infos, plus les forums, plus le Facebook de Malia, le plus, c'est toujours intéressant. Watcha, allez, glouglou. Il y a un moment, il va falloir que je fasse glouglou et puis pipi aussi. C'est important pendant ma phase de voyage à venir. Euh, très bien, très bien là. Ce que j'ai lu, on est arrivé à 23 pages. Tout ce que j'ai lu depuis le déballage, c'est quand même très prometteur. Avec, tiens, cet aspect de domaine qui va me rester en tête, mais alors de façon vraiment très impactante. Oui, j'ai envie d'avoir un domaine maintenant, mais surtout, je veux voir comment c'est géré, si c'est pas un peu juste histoire de. On verra, on verra, on verra. On n'est pas à l'abri d'une autre bonne surprise. Bon, eh bien, moi j'espère que ça vous a plu, hein, à vous, courageux qui passez par là pour la découverte des règles de Malia. On va se dire bah, au plus vite pour enchaîner avec la fameuse phase de voyage. Alors, je regarde sur le mémo la segmentation des vidéos à venir pour les règles. Ouais, j'avais prévu une seule vidéo pour la phase de voyage parce que ça a l'air d'être assez sympa. Après, hein, va nous rester les tests de compétences. Oh, ça, c'est généralement pas le super fun à lire parce que c'est une masse d'informations qui est plutôt touffue. Par contre, phase d'exploration, ça va me détendre, ça va être sympa. Aïe, mode combat. Et alors attention, hein, mode combat, il y a plusieurs pages pour spécifiques aux héros et il y a des pages spécifiques pour le mode combat des ennemis. Et c'est là où on peut rentrer dans du bien costaud, dur de dur. Et j'espère que ces phases de combat, exploration, je m'en inquiète pas trop, normalement c'est quelque chose de fluide. Un renvoi de paragraphe à paragraphe avec des tests à faire. Mais les combats hein, dans nos jeux de dungeon crawler, c'est souvent bien raide. Et puis enfin, bah, dernière vidéo, normalement la 8 et dernière, ce sera pour les éléments particuliers. Wouh! Eh ben c'est fun. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait le déballage. Je vous rappelle qu'initialement, mon déballage, c'était pour me dire attention, j'avais moins d'envie d'être sur du Malia dans les mois à venir. Donc je le déballe tout de suite, comme ça va me permettre de me projeter ou pas sur le jeu. Eh ben, je garde la bonne projection. J'avais dit que je vous laissais, donc je vous fous la paix maintenant, peuple de Malia, et puis on se retrouve la prochaine fois. Salut, salut.